Nouvelle semaine, nouvelle édition de décryptage sur News Info. Bonsoir et merci de nous rejoindre au Liban. Le commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun, a été élu président de la République par le Parlement après 2 ans de vacances de pouvoir. Un moment historique et crucial pour l'avenir du Liban après un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Dans la foulée, le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Shari a reçu le premier ministre libanais Najib Mikati à Damas après des décennies de relations ambiguës entre les deux pays. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Depuis la fin du mandat du précédent président Michel Aoun le 31 octobre 2022, les divergences entre le Hezbollah et ses adversaires ont empêché l'élection d'un chef d'État au Liban, aucun des deux camps ne disposant pas donc la majorité au Parlement. Tout à fait. Il faut rappeler que le système politique libanais est extrêmement compliqué. Parce qu'au sortir d'une guerre civile qui a été dévastatrice pour le Liban, il y a eu une sorte d'entente sur le partage du pouvoir, une entente qui tient en compte les confessions qui sont sur place. Et c'est dans ce cadre que le président de la République doit être un chrétien, le président du Parlement doit être un musulman. Et ça crée une restriction très forte parce que il faut obligatoirement un chrétien ici, il faut obligatoirement un musulman là-bas, sans compter les autres équilibres à faire avec les autres institutions, avec le gouvernement, etc. Donc quand ces factions, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, ne s'entendent pas, il devient extrêmement compliqué au niveau de l'Assemblée, parce que malgré l'entente, il faut qu'on passe par une voie légale qui consiste à voter au niveau de l'Assemblée pour élire le président de la République. Mais ça a été impossible, même Aoun qui vient d'être élu, c'est au deuxième tour qu'il est passé. Il n'est pas passé au premier tour, ce qui montre que les incompréhensions étaient encore là. Mais après 2 ans sans président, surtout après les bombardements israéliens sur le Liban, parce qu'on dit Hezbollah, le Hezbollah c'est à l'intérieur du Liban, ce n'est pas le Hezbollah seulement qui a subi, c'est le Liban qui a subi. Il fallait nécessairement que ce pays fasse un effort, rassembler ses enfants pour essayer d'avoir un autre avenir que celui qui est là incertain depuis plusieurs années. Et le Hezbollah a été fragilisé ces derniers mois par l'offensive de l'État hébreu après la mort de son puissant chef Hassan Nasrallah. Aujourd'hui, Joseph Aoun, élu président du Liban. Quel espoir incarne donc sa nomination à la tête du pays? Quand on suit son discours, vous avez quelqu'un qui veut rassembler les Libanais. Vous avez quelqu'un qui veut revenir également sur des accords qui n'avaient pas été respectés. D'ailleurs, même, il faut s'interroger pourquoi un général, un militaire... Justement, qu'est-ce que ça représente, son statut? C'est peut-être également pour ça, parce que je ne parle pas de Hezbollah par rapport à Israël, qui est un combat à part, mais à l'intérieur du Liban, le Hezbollah a une armée en bonne et due forme. De telle sorte que l'armée libanaise, pour dire les choses comme elles sont, ne peut absolument rien face au Hezbollah. Bon, je parle du Hezbollah avant, bien sûr, les bombardements israéliens qui ont effectivement affaibli le Hezbollah. Et ça posait un énorme problème parce que le Hezbollah pouvait faire sa loi sans pour autant qu'on ne puisse l'empêcher. Dans son discours d'investiture, il ne l'a pas dit aussi directement que moi je le dis, mais il a dit que le monopole des armes doit revenir à l'armée libanaise. Le Hezbollah ne fait pas partie de l'armée libanaise. Donc il revient sur un élément où, après les guerres civiles et autres, il fallait également désarmer le Hezbollah, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Donc dans son discours, on voit quelqu'un qui veut revenir sur les fondamentaux au niveau des accords qui avaient permis au Liban de réexister, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Vu le Liban actuel, Mamadou Diouf, est-ce que pour les nouvelles autorités, pour asseoir donc leur pouvoir, ont besoin de voir l'influence du Hezbollah réduite? Pas nécessairement réduit, parce que le Liban a à faire des calculs. Une zone instable, Israël à côté, une Syrie dont on ne sait pas pour le moment où elle va.
Même s'il y a des signes d'apaisement. Oui, mais ça c'est tout à fait normal. Quand on vient d'arriver au pouvoir, on est obligé il y a des sanctions, il y a tout un ensemble de choses, il y a un travail à faire pour se faire reconnaître, comme on dit, sur le plan international. Mais ce n'est pas encore la direction claire, on ne sait pas encore vers quoi on va aller. Avec tous ces éléments, un Liban qui est dans la difficulté depuis plusieurs années a besoin de se ressaisir. N'oubliez pas que le Liban, avant 2005, était sous l'hégémonie de la Syrie également. Le Liban actuellement avec le Hezbollah est en partie sous l'hégémonie de l'Iran. La France également est là. À chaque fois qu'il y a des problèmes au Liban, vous voyez le président français, que ce soit Macron ou un autre, ils sont rapidement les premiers à réagir, ils sont rapidement les premiers à aller à Beyrouth. D'ailleurs, même dans l'élection du général, la France, les États-Unis, tous ont appuyé et fait pression pour qu'on puisse élire un président de la République, parce que ça devenait véritablement compliqué pour ce pays sans président de la République. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte quand on parle du Liban. Et malheureusement, pour moi, le plus important, c'est que le Liban a encore du mal à fonctionner de façon souveraine. J'ai parlé de la France, j'ai parlé des États-Unis, vous avez l'Arabie Saoudite également. Qu'on se rappelle ce qui avait été fait à l'ancien ministre qui avait été, entre guillemets, kidnappé en Arabie Saoudite. On lui a imposé de démissionner. Et il a démissionné. Ben, ça vous montre que ce pays a encore énormément de choses à faire pour recouvrir sa véritable souveraineté, pour que les Libanais entre eux regardent en face leur avenir et décident sans l'influence des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Vous le disiez, tantôt au Liban, c'est un système confessionnel de partage de pouvoir. Quels sont les enjeux aujourd'hui avec la nomination ou l'arrivée au pouvoir de Joseph Aoun? Est-ce que l'équilibre y est finalement? L'équilibre y est, puisqu'en fait, la façon dont ils mettent en place les institutions, il y a un équilibre qui est conforme aux accords de la fin de la guerre. Mais sur le terrain, il y a autre chose, parce que dans un pays, l'équilibre, on ne le calcule pas seulement en disant que le président est chrétien, le président de la République va appartenir aux chrétiens, le président de l'Assemblée doit être un musulman, tel doit être un druze, puisque c'est un peu comme ça que ça s'est réparti. Ça, c'est le côté symbolique, où on va dire telle communauté est représentée à telle institution, telle communauté est représentée à telle institution. Maintenant, il y a la réalité sur le terrain. Et dans la réalité sur le terrain, c'est le Hezbollah qui est l'entité la plus forte au niveau du Liban, sur le plan militaire, mais c'est également une entité extrêmement forte sur le plan économique, ce que les gens oublient. Le Hezbollah a également une force sur le plan économique au niveau du Liban. Ça fait que quand on dit équilibre dans la répartition au niveau des institutions, oui, mais dans la réalité sur le terrain, ce n'est pas exactement la même chose. Le Liban connaît une situation économique désastreuse. Est-ce que l'arrivée, la nomination aujourd'hui d'un nouveau président marque le départ d'une sortie de l'impasse? Ce qui est sûr, c'est que le Liban a besoin de cette sortie de l'impasse. Rappelez-vous l'explosion qu'il y a eu lieu au niveau du port de Beyrouth. Dont les conséquences n'ont pas été réglées jusqu'à présent. Puisque l'explosion est arrivée, le Liban était déjà dans une situation particulièrement difficile pour ceux qui y avaient suivi à l'époque, mais une bonne partie des Libanais disaient tout simplement, moi je m'en vais. C'est-à-dire personne ne se disait plus, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire. La première chose, le premier souci du Libanais, c'était de quitter le pays en considérant que bon, c'était fini, il n'y a plus rien à faire. Cette guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne est venue ajouter des problèmes avec les déplacements de population, les destructions, etc. Le Liban ne se porte pas mieux. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le Hezbollah seulement. Le Liban ne se porte pas mieux après cette guerre. Mais il est clair qu'un président qui arrive dans ces conditions, la première chose qu'il va devoir faire, c'est de redonner espoir aux Libanais, leur faire croire qu'il est possible que le Liban, qu'on appelle le pays de cèdre, un très beau pays avant la guerre. On l'oublie parce que la guerre a tellement duré, va pouvoir redevenir ce pays qui attirait les touristes, qui avait une activité économique qui lui permettait de fournir un certain nombre de produits aux pays du Golfe en passant par la Syrie. Mais on est loin de ce Liban-là, très certainement. Le général aura comme mission de ramener cet espoir au niveau des Libanais et de leur faire croire qu'il est possible de retrouver ce Liban d'antan. Et dans son discours, c'est ce qu'on a vu, quelqu'un qui est plutôt optimiste pour l'avenir du Liban. Et revenons à présent sur le profil du nouveau président libanais, en militaire à la tête du pays. Un choix certainement stratégique, mais qui est Joseph Aoun?
Joseph Aoun est un militaire très reconnu au niveau de l'armée libanaise, très respecté, et qui a une chose qui est rare au Liban. Il y a une sorte d'unanimité sur le fait qu'il ne fait pas partie des corrompus. Parce que dans ce pays, la corruption fait partie des gros problèmes. Il y a presque une sorte d'unanimité et ça fait partie de ce qui a fait qu'il a été élu. Même quand les Américains le soutiennent, c'est l'argument que les États-Unis ont donné, la France également, puisque quand on veut régler la situation d'un pays où il y a la corruption, quand on veut régler la situation d'un pays où il y a énormément de problèmes, il est bon qu'on puisse avoir quelqu'un dont l'honnêteté ne fait pas l'objet de discussion. Parce que sinon, on retourne à des pratiques anciennes qui sont à l'origine en partie de la situation dans laquelle se trouve le Liban aujourd'hui. C'est un militaire de carrière, bien connu par les militaires, bien respecté par les militaires et par également la société libanaise par son attitude. Et il reprend la tête d'un pays en crise sur le plan économique et sous pression internationale. Oui, le Liban est sous pression internationale parce que vous avez le Hezbollah dedans, que certains considèrent comme un mouvement terroriste, en bonne et due forme. Vous avez la Syrie à côté, qui est l'espace par lequel le Liban évacuait une partie de ses produits sur le plan économique pour aller vers les pays du Golfe, ce qui leur permettait quand même d'avoir des ressources importantes avec les pétrodollars qui sont là-bas. Mais vous avez le Liban qui est à côté d'Israël, qui est en guerre avec la Palestine, alors que vous avez beaucoup de réfugiés palestiniens sur le sol libanais, etc. Mais vous avez effectivement un pays qui, au-delà de ses propres difficultés qui concernent les Libanais, porte également les conséquences des difficultés des pays voisins. J'ai parlé des Palestiniens, vous avez les Syriens également. Il y a 1,5 million de Syriens qui sont allés au Liban se réfugier avec la guerre au niveau de la Syrie. Vous voyez un peu ce que ça fait pour ce pays en termes de pression de population, comme on l'appelle quand on parle de la présence des réfugiés. Donc économiquement, effectivement, il y a beaucoup de choses que ce président va devoir faire pour remettre le Liban sur les rails. Et le Liban a enfin son président élu quelques semaines après la chute de Bachar al-Assad en Syrie et l'obtention d'un cessez-le-feu avec l'État hébreu. Et quelle lecture faites-vous de tous ces trois événements? En fait, pour moi, les Libanais ont fini par se rendre compte que le réalisme voudrait qu'ils s'occupent de leur pays. Parce que pendant longtemps, le Liban avait un problème. Soit c'est la question palestinienne, à cause des réfugiés qui sont sur son sol, soit c'est le problème avec Hezbollah et Israël, soit c'est le problème avec la Syrie, parce qu'il y avait des problèmes d'autonomie avec la Syrie, soit c'était avec ces puissances étrangères dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Arabie Saoudite et la France, en particulier les États-Unis dans une moindre mesure, qui intervenaient dans les nominations et dans l'orientation qu'on donnait au pays. Et l'Iran également. L'Iran, bien sûr, à travers le Hezbollah. Mais ça fait qu'à un certain moment, c'est comme si les Libanais n'étaient pas en mesure de s'occuper eux-mêmes de leurs propres problèmes. D'ailleurs, quand vous regardez les manifestations de ce qu'on pouvait appeler encore société civile au niveau du Liban, c'est-à-dire des gens qui sortaient, non pas sur la base de leur appartenance qui est utilisée pour partager le pouvoir, mais sur la base de leur appartenance en tant que Libanais, en tant que citoyens, ces gens étaient allés même jusqu'à dire qu'il faut remettre en cause même la forme de partage du pouvoir, parce que cette forme de partage du pouvoir fait partie des problèmes au Liban. Parce que les gens ont des postes qui sont là, quand ils prennent leur poste, bon, le plus souvent, ils s'occupent plus de leur communauté que des citoyens libanais de façon générale, en plus de cette influence étrangère dont je parle. Le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Shari et le premier ministre libanais Najib Mikati ont affirmé lors d'une rencontre à Damas l'engagement des deux pays à reconstruire des liens stratégiques durables après des décennies de relations ambiguës. Un nouveau vent donc qui va souffler dans les relations entre les deux pays. Mamadou Diouf. Tout à fait, un nouveau vent dont les deux pays ont besoin. Il a été reçu, on lui a déroulé les tapis rouges parce que, quoi qu'on dise, les deux pays sont proches, les populations également sont proches. En matière de diplomatie, cette règle est bien connue, c'est la règle de la diplomatie du bon voisinage. Le Liban en a besoin parce que le développement de son économie passe en partie par la Syrie. Mais la Syrie également en a besoin parce que le président syrien est en train de vouloir se donner une certaine reconnaissance sur le plan international et au niveau également de cet environnement, ce voisinage diplomatique dont je parlais tout à l'heure au niveau des pays arabes, dont le Liban. Mais ce n'est pas la seule raison parce que
Actuellement, puisque l'économie ne marche plus, vous avez beaucoup de contrebande au niveau de la frontière entre les deux pays. Vous y avez même de la criminalité frontalière. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des affrontements avec des armes, puisque c'est un espace également par lequel passent les armes de façon clandestine. Ce qui est un problème aussi bien pour le Liban que pour la Nouvelle-Syrie. Donc sur ce point, ils peuvent facilement s'entendre et faire des efforts pour pouvoir régler ce problème. Ils ont même d'ailleurs décidé, après s'être rencontrés, de mettre en place une commission mixte pour gérer cette affaire-là. Vous avez la question des Syriens dont je parlais tout à l'heure, 1,5 million. Un Liban en difficulté, est-ce qu'il peut accueillir 1,5 million de personnes? Donc le Liban veut gentiment que dès que ça soit possible, que ces Syriens puissent retourner dans leur pays. Puisque c'est une charge pour le pays qui a déjà ses propres difficultés. Et le ministre libanais a eu l'intelligence de dire qu'il veut également que la communauté internationale aide, puisque d'habitude, le HCR aide dans ce genre de situation pour permettre à des populations déplacées qui veulent rentrer volontairement dans le pays à pouvoir le faire. Donc ici, il y a ce problème qui est en train de vouloir être réglé. L'autre problème qui est important pour les deux pays, c'est la coopération économique, mais qui est encore beaucoup plus importante pour le Liban, puisque comme je l'ai dit, le Liban avait les pays arabes, les monarchies du Golfe comme débouchés, et les produits passaient surtout par la Syrie. Donc le blocage de la Syrie avec la guerre, avec tout ce qui se passait, participe également aux difficultés économiques que les Libanais ressentent. Un fait remarquable, comme il s'agit de la première rencontre entre les dirigeants des deux pays depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Tout à fait. Ça fait fort longtemps, ça fait pratiquement 10 ans qu'il n'y a pas eu de rencontre entre les deux pays. Puisqu'il ne faut pas oublier que dans cette guerre, vous aviez l'Iran qui soutenait Bachar al-Assad. Vous avez le Hezbollah qui est au Liban, qui soutenait Bachar al-Assad, etc. Mais ça fait que ça créait des conditions de crise parce que la position du Hezbollah n'était pas la position officielle du Liban. Donc ça posait un sérieux problème finalement entre les deux pays. Le Liban essayait même de vouloir fermer ses frontières pour que le Hezbollah ne passe pas par les frontières, mais comme je vous ai dit, l'armée libanaise ne peut pas empêcher au Hezbollah d'alors de faire ce qu'il veut. Donc tout le monde savait que c'est par là-bas que les membres du Hezbollah passaient. D'ailleurs même Israël, pour affaiblir le soutien de Hezbollah, a bombardé les postes frontières parce qu'ils savaient que c'est par là-bas que les gens passaient, c'est par là-bas que les armes également passaient pour aller vers la Syrie. Et à l'issue de cette rencontre, le nouveau dirigeant syrien a déclaré souhaiter en tout cas des relations durables avec le Liban. Quel impact ce rapprochement pourrait-il avoir sur la stabilité même de la région? Mais en fait, pour les deux pays, ça va être un élément important. Même quand vous regardez la délégation, il est parti avec le ministre des Affaires étrangères, il est parti également avec le directeur du renseignement, puisque je parlais de ces questions de sécurité. Il est parti avec l'adjoint de la sûreté de l'État et arrivé sur place également. Si vous regardez la délégation qui le reçoit, c'est à peu près la même chose. Les deux pays ont besoin de choses qui sont similaires. Sur le plan économique, l'un a besoin de l'autre. Sur le plan de la stabilité également, l'un a besoin de l'autre. La Syrie a besoin un peu plus du Liban pour sa reconnaissance sur le plan international, parce que le Liban n'a pas ce problème. Le Liban n'avait pas de président, ce qui rendait compliqué la relation internationale, parce que d'habitude, c'est le président de la République qui a la prérogative pour ce qui concerne les affaires étrangères. Donc, avec le rétablissement d'un président, le Liban peut reprendre pratiquement sa place, mais la Syrie a besoin du Liban sur ce plan-là. Le dernier élément, vous avez un espace très compliqué, très conflictuel, mais plus les pays vont travailler à cette diplomatie du bon voisinage, mais plus il va y avoir de la stabilité sans laquelle je ne vois pas comment dans cette zone on pourra parler de développement. Et pour conclure, pour revenir au nouveau président libanais, Joseph Aoun, quels sont ses chantiers prioritaires? Je me dis que le premier chantier, ça va être de rassembler à nouveau les Libanais. Qui soit, comme on le dit à chaque fois, le président de tous les Libanais. Parce que même s'il y a un partage de pouvoir par faction, il n'est pas le président de la communauté d'où il est issu. Il faut qu'il travaille à être le président de tous les citoyens libanais. S'il le réussit, ça sera déjà un pas important. Le deuxième chantier, il l'a ébauché tout à l'heure. Comment faire pour que le Hezbollah ne soit pas une armée dans le pays et qu'il soit plus forte que l'armée du pays?
ça va être un problème. Le dernier chantier que tous les Libanais attendent, c'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes économiques, c'est la reconstruction, etc. Et là, vous voyez que rien qu'avec ces 3 éléments, il a de vastes chantiers devant lui. Mais aussi la diaspora libanaise, l'Afrique, le Liban, une histoire de longue date. Nos pays comptent de fortes communautés libanaises. Mais, tout à fait. Pendant la guerre libanaise, vous avez des Sénégalo-Libanais qui sont retournés au Sénégal. Puisqu'ils ne pouvaient plus être chez eux au Liban, ils sont rentrés chez eux au Sénégal parce qu'ils ont la double nationalité. Quand le Sénégal rapatriait des citoyens sénégalais, parmi ces citoyens sénégalais, vous avez également des citoyens sénégalais qui ont également la nationalité libanaise, qui sont d'origine libanaise, qui parlent le Wolof, mais qui étaient rentrés chez eux à un certain moment, qui sont revenus au Sénégal. Mais c'est valable pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour le Togo, c'est valable pour une bonne partie de nos pays. C'est des communautés souvent dans l'économie qui jouent un rôle et qui servent également de perche entre leur pays et les pays où ils se trouvent. Réellement, est-ce que ces deux parties profitent ou bénéficient vraiment de cette mobilité les deux parties n'en bénéficient pas de la même façon. On a plus des Libanais qui viennent s'installer chez nous ou qui sont de chez nous parce qu'ils sont nés là. Voilà, qui sont de chez nous, qui sur le plan économique ont réussi à bâtir, il faut le dire clairement, des entreprises qui sont des entreprises florissantes sur plusieurs domaines. Mais quand vous regardez le contraire, nous avons plutôt envoyé des domestiques, etc., que des gens qui sont allés installer des entreprises au niveau du Liban. Donc il y a un déséquilibre. S'il fallait regarder la balance des paiements entre nos pays et le Liban, on va plutôt voir un déséquilibre. Joseph Aoun, nouveau président du Liban, une nouvelle ère pour le pays. Oui, c'est ce que tous qui veulent du bien pour le Liban doivent souhaiter, qu'il réussisse la mission qu'on lui a confiée, parce que quand un pays a eu du mal à élire un président pendant 2 années, ça montre le niveau de difficulté et de division où se trouve le Liban. S'il parvient à les réunir, le Liban a des potentialités qu'il faut pour se remettre dans les rangs et sortir de sa situation actuelle. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.